Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 9h30, l'heure prévue, et comme le sujet du jour est l'Allemagne, on va essayer de démarrer à l'heure. Je vous garantis pas qu'on terminera à l'heure, puisque nous avons un programme assez dense pour cette séquence d'une demi-heure consacrée à l'approche du marché allemand et aux recommandations et aux enjeux pour les entreprises françaises qui souhaitent s'y développer. Je vais allumer ma webcam, comme ça vous me voyez. Voilà, la CCI France-Allemagne et BPI France Excellence vous souhaitent la bienvenue dans ce webinaire sur le marché allemand, les enjeux pour les entreprises françaises souhaitant y développer leurs activités. Je suis Frédéric Berner, je dirige la CCI française en Allemagne et sa filiale de conseil stratégie et action internationale. Je travaille en Allemagne depuis 25 ans, où j'ai passé 2 ans à Francfort au début de ma carrière, et j'ai rejoint la Sarre, une région frontalière avec la Lorraine et le Luxembourg, ce qui me permet au passage de profiter du meilleur des deux pays et de vivre au quotidien les différences culturelles qui subsistent entre nos deux pays. BPI France m'a invité à animer ce premier webinaire destiné en particulier à la tribu des entrepreneurs excellence et accélérés. C'est à la fois un honneur et un challenge et je les en remercie. Le challenge commence d'ailleurs par le fait de traiter en 30 minutes 3 enjeux importants auxquels nous sommes confrontés au quotidien pour les plus de 350 entrepreneurs excellence et accélérés et autres que nous accompagnons chaque année dans leur conquête ou dans leur accélération sur le marché allemand. Au programme de cette session, 3 thématiques importantes, 3 challenges sur le marché allemand. Négocier avec les Allemands, voire quelques règles à ne pas manquer. Recruter et manager des talents en Allemagne, mettre en évidence les différences culturelles. Accélérer son développement via une croissance externe, qui est un axe stratégique qui a de plus en plus de sens pour la conquête du marché allemand. Sans plus tarder, commençons par le premier thème. Je déclenche également en parallèle mon petit chronomètre pour être sûr de à peu près tenir la distance. Voilà. Premier challenge, négocier avec les Allemands. Autre pays, autre mœurs, dit-on. J'espère que vous voyez l'écran que je partage avec vous là. C'est une photo de la frontière entre la Sarre et la Moselle, une des frontières entre la Sarre et la Moselle, avec ici un village allemand qui s'appelle Großrosseln, qui est dans le Regionalverband de Saarbrück, donc dans la communauté de communes de Saarbrück. Nous avons une vue sur ce village depuis un pont. La petite rivière là, c'est la Rosselle. Et puis quand on tourne la carte sur Google Maps, eh bien nous sommes en France. Un village qui s'appelle Petite Rosselle et qui est lorrain. Donc vous voyez ici, à travers cette illustration très, comment dire, concrète, que France et Allemagne sont vraiment voisins. Alors on peut aussi déjà observer quelques différences stylistiques, architecturaux, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Simplement, à travers cette illustration, en effet, tout le monde prend conscience du fait que France et Allemagne sont tellement voisins, sont tellement imbriqués, qu'on n'imagine pas qu'il y ait beaucoup de différences entre les uns et les autres, juste à franchir un pont pour aller dans le pays voisin. On imagine bien quand on fait 15 heures d'avion et qu'on rejoint la Chine. En revanche, quand on franchit ce petit pont de la Rosselle, entre Petite Rosselle et Grosse Rosselle, on n'imagine absolument pas. Or, des différences, il y en a, elles subsistent. Les Allemands m'en voudraient de devoir être caricatural, mais le temps étant compté, je suis obligé d'aller un petit peu à l'essentiel. Et si je dois les décrire, en tout cas dans le business et dans les affaires, je mettrai en évidence un certain nombre de caractéristiques suivantes. D'abord, symbolisé par cette ceinture bretelle militaire, le côté sécuritaire des Allemands. Les Allemands ne sont pas des aventuriers ni dans la vie ni dans les affaires. Ce sont des gens qui ont plutôt un caractère prudent. L'histoire, l'éducation, l'organisation de la société fait qu'on se borde à 120% avant de se lancer. Ce sont des gens qui sont donc empreints de sécurité et quelque part, engager un business avec un nouveau fournisseur, avec un nouveau partenaire, c'est aussi un risque. C'est une opportunité, mais c'est aussi un risque. Et beaucoup d'Allemands voient avant tout le côté risque avant de se lancer avec un nouveau partenaire plutôt que le côté opportuniste.
Donc, première dimension, la dimension sécuritaire, qui est importante à prendre en compte dans l'approche du marché. Deuxième dimension, la dimension experte. Les Allemands sont des techniciens dans l'âme. C'est un pays où il y a encore plus de 20% du PIB dans l'industrie, contrairement à la France où nous n'en avons plus que 11. C'est donc un pays de techniciens, c'est un pays qui aime le produit, qui aime l'usine qui fabrique ce produit, qui aime le col bleu, qui est organisé et centré autour de son industrie. C'est donc aussi un pays d'experts. Et ça veut dire que quand on parle aux Allemands, quand on essaie de leur vendre quelque chose, surtout dans les domaines techniques, il faut mettre en face d'eux le même niveau d'expertise qu'eux-mêmes ont et être prêt à répondre très vite et de manière très précise aux questions techniques qu'ils auront. Le temps est une notion importante en Allemagne. Être à l'heure, c'est une chose importante. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc ça, c'est une première notion. La deuxième notion, c'est que dans les relations commerciales et interpersonnelles en Allemagne, on a prévu un certain temps, de consacrer un certain temps à ses interlocuteurs, pas plus, pas moins, mais pas plus. Donc il faut se préparer à des exercices souvent un petit peu affûtés. La discussion à bâton rompu, le brainstorm live, c'est pas trop leur truc. Quand l'heure du rendez-vous sonne, quand la fin du rendez-vous sonne, tout le monde se lève et s'en va, qu'on ait traité ou pas tous les sujets. Et la troisième notion par rapport au temps, c'est qu'on se laisse le temps de faire mûrir une relation. Donc les entrepreneurs français qui viennent à la conquête du marché allemand en espérant faire des coups rapides sont souvent un petit peu déçus. Les Allemands se prennent le temps de tester, d'essayer, de construire une relation qui pour le coup va pas nécessairement être remise en question du jour au lendemain par la suite. C'est un confort, donc tout l'investissement initial qu'on fait, on peut l'amortir dans la durée par la suite. Et puis j'ai ici symbolisé à travers l'écusson de l'équipe de football allemande qui ne connaît pas des heures très glorieuses en ce moment, ni masculine ni féminine. Mais ici, je veux symboliser la dimension collectiviste des Allemands, l'esprit d'équipe, le jouer en meute, comme on dit en France. Il y a là une dimension un petit peu protectionniste. Les Allemands aiment bien travailler entre eux et aiment surtout le côté rassurant de savoir à qui ils ont affaire quand ils travaillent avec un Allemand. Donc l'étranger, celui qui arrive, qui n'est pas encore connu, est forcément un peu suspect. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut un jour faire partie de cette équipe, si encore une fois, on a fait nos preuves, et qu'à travers la relation, les choses se passent bien, et même quand ça se passe mal, on trouve des solutions pour que ça s'arrange. Donc le but du jeu, ça va consister dans la négociation à faire partie de cette équipe et à faire tout ce qu'il faut pour en faire partie. Et puis une dernière dimension un peu plus rigolote, c'est cette carte d'Allemagne qui illustre la diversité de ce pays. Alors sous l'angle culinaire, entre la currywurst de Berlin et le gâteau de la Forêt Noire proche de chez nous, l'Allemagne est très diverse culinairement, pas d'une gastronomie très élevée, mais elle est aussi très diverse culturellement. Et en effet, c'est un inconfort parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on va à la découverte de subtilités de régionales et culturelles dont il faut faire connaissance. Et donc le mieux, c'est d'avoir une proximité commerciale par rapport à chaque région importante. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que c'est un pays qu'on peut aussi travailler de manière progressive, par grappe. Commencer dans un territoire, faire son trou dans ce territoire-là, puis étendre progressivement sur tout le territoire allemand. La conséquence de ça, au niveau de la négociation, puisque c'est le sujet du slide, grosso modo, dans une négociation, il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de contact. La deuxième étape, c'est l'étape d'interconnaissance, puis convaincre et conclure. En France, la phase contact prend beaucoup de temps. On est plutôt dans l'empathie, on est plutôt dans l'établissement de relations interpersonnelles avec les gens. Et puis ensuite, on consacre également beaucoup de temps, et plus de temps même, à connaître l'autre, à lui poser plein de questions. C'est d'ailleurs ce qu'on nous apprend dans les écoles de commerce, des questions ouvertes, des questions fermées, des questions à tiroir, pour comprendre l'autre, arriver au je vous ai compris gaulien, et être capable de proposer une solution qui soit sur mesure, difficilement comparable aux autres, et tellement réfléchie de manière spécifique pour le client qu'il se sent vraiment pris en compte dans ses besoins spécifiques. La phase convaincre, ensuite par un certain nombre d'arguments, mais qui sont centrés et ciblés sur les éléments issus du questionnement préalable, et puis la phase conclure. En Allemagne, la phase contact est beaucoup plus réduite, le temps est compté, et quelque part, établir des relations interpersonnelles avec les gens, c'est déjà, pardon, ma sonnerie qui sonne, arrêtez, c'est déjà se fragiliser. Donc cette phase contact, elle est réduite à l'essentiel, donc ne pas faire trop de tentatives de relations interpersonnelles, aller très vite au fait. Et ce qui se passe en Allemagne, c'est que la phase convaincre et la phase connaître sont interverties. On commence par la phase convaincre. Et cette phase convaincre, elle prend beaucoup de temps.
elle est le fait d'éléments argumentés, détaillés, factuels, objectifs, qu'il faut avoir préparés, qu'il faut avoir documentés, sans même éventuellement savoir exactement quel est le besoin du client, mais c'est la phase qui va permettre au client de comprendre que vous êtes un interlocuteur pertinent par rapport à ses problématiques et que vous avez la connaissance et l'expertise dont il a besoin. Puis on passe à la phase connaître, on a le droit de questionner, bien entendu, c'est beaucoup plus de questions fermées, avec une checklist de questionnements qu'on aura préparée au préalable et qui nous permettront de fabriquer une proposition derrière. Et puis la phase conclure, cette phase conclure prend du temps également. L'avantage en Allemagne, c'est que cette phase conclure, on peut fixer des milestones, définir des étapes, faire un compte rendu, proposer à l'interlocuteur une échéance à laquelle on va lui soumettre une proposition, puis une échéance à laquelle on pourra le relancer parce qu'il aura étudié la proposition, puis des étapes d'avancement. S'il ne se laisse pas, entre guillemets, enfermer dans une programmation de la relation dans le temps, c'est que l'intérêt est relatif. Le challenge de la négociation, c'est donc s'adapter. S'adapter, c'est aussi prendre connaissance du fait que l'expression française « l'habit ne fait pas le moine », en allemand, c'est Kleider machen Leute, c'est-à-dire les habits font les gens. Donc en gros, en Allemagne, c'est la première impression qui compte. Et il vaut mieux qu'elle soit bonne. Donc on y investit beaucoup en préparation préalable, en documentation, en éléments de communication qui vont impressionner le kidam et qui vont lui démontrer qu'on est un expert de qualité. Rien que le mot concept, en français, c'est une idée qui mérite d'être encore approfondie et détaillée. En allemand, c'est déjà un classeur, si possible, de marque Lights, avec 150 pages de détails, de cahier de charge de ce qu'on sait faire. Donc, vous voyez, il y a des faux amis, y compris dans la négociation. Quand un Allemand, vous lui proposez de venir lui présenter votre concept et que vous n'avez que 5 slides avec des idées directrices, il est déçu. Donc, petit nuage de points relatif à la négociation. En gros, arriver en Allemagne avec une expertise, des éléments factuels, une spécialité, une unique selling propositions, des références qui illustrent ces compétences-là, un savoir-faire, une crédibilité, mais aussi un faire-savoir, c'est-à-dire des instruments de communication qui vont faire que les Allemands savent que vous existez, vous êtes présent dans les écosystèmes, dans les clusters, dans les fédérations professionnelles, vous investissez en lead generation, vous avez des comptes clés qui suivent et qui approchent ces comptes-là, vous faites preuve de patience, vous devenez à ce moment-là un fournisseur tronc, les Allemands appellent ça Stammlieferant, c'est-à-dire un fournisseur habituel pour ces prospects-là, et du coup l'effort commercial sera plus focalisé sur l'entretien de la clientèle que sur la prospection pure. Ne pas oublier que sur le plan comportemental, les Allemands sont plus distanciés que les Français dans la relation interpersonnelle. Un style beaucoup plus direct, quand ça ne va pas, on vous le dit franchement, et pas à travers les fleurs, comme disaient les Allemands, durch die Blumen, pas dans un style diplomatique à la française, plutôt dans un style direct. Le contrat est quelque chose d'important, toutes les clauses sont importantes et seront utilisées éventuellement quand les choses tournent mal. Le prix est aussi une dimension importante. Arriver avec un prix avec plein de matelas, plein de sécurité pour une négociation éventuelle, c'est prendre le risque que pour l'Allemand vous soyez hors de son prix objectif et que ce soit rédhibitoire et que ne vous laisse pas la possibilité de négocier ensuite. Donc on arrive souvent en Allemagne avec un juste prix. Et puis la promesse, faire des promesses qu'on ne saurait tenir, ça en Allemagne c'est quand même souvent difficile et difficilement rattrapable. L'objectif c'est d'arriver à une routine commerciale, que les choses tournent, que les choses roulent, qu'on ait une habitude de commercialisation et une habitude de coopération entre vous et eux. Quelques grandes masses maintenant pour planter le décor du deuxième sujet, le deuxième challenge, celui de recruter et manager des talents. D'abord, planter le décor de la situation allemande par rapport au recrutement. Vous avez en Allemagne une population de 82,5 millions d'habitants, c'est-à-dire 1,3 fois la population française, mais vous avez 43 millions d'actifs, c'est-à-dire 1,5 fois le nombre d'actifs français. L'âge moyen en Allemagne est de 45,8 ans contre 41,2 ans en France, 11% de plus dans l'âge moyen, avec une pyramide des âges, vous le savez, qui est beaucoup plus large dans les classes d'âge élevées. On voit ici, dans la ligne suivante, qu'il y a en Allemagne 68,6% d'actifs âgés entre 55 et 64 ans et 53% d'actifs âgés entre 60 et 64 ans. Les chiffres français sont de ce point de vue-là éloquents. Uniquement 50% d'actifs entre 50 et 64 ans et 25% entre 60 et 64 ans. Donc voilà, au-delà de 60 ans, on n'est pas un vieux clou qu'on range des vélos.
on est encore quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge, entre guillemets, professionnel, qui a l'expertise. Et bien souvent, dans les salles d'attente des grands comptes automobiles allemands, les vendeurs qu'on croise sont plutôt des gens qui ont des cheveux un peu grisonnants. Le chômage est à 4,9% en Allemagne et le chômage des jeunes de moins de 25 ans à 6,2%, contre 8,8% en France et 21% pour malheureusement le chômage des jeunes en France, avec une population d'apprentis de plus de 3 fois celle qu'on a en France. Autre phénomène important, le temps partiel. Il y a en Allemagne 15,3 millions d'actifs qui sont à temps partiel, contre 4,4 millions en France, c'est-à-dire 39% des actifs en Allemagne contre 19% en France. Donc tout ça, ce sont des notions qui visent à vous démontrer d'abord la typologie moyenne des actifs en Allemagne, mais aussi le fait que la tâche va être ardue parce que le marché de l'emploi est plutôt favorable aux employés. Donc pour recruter en Allemagne, il n'y a pas photo, hein, c'est la fabrication ou la mise au point d'une stratégie qui va être plus efficace que simplement l'aléatoire et jeter les dés. Les candidats sont en position de force, il faut donc les séduire et les rassurer. Je répète, les séduire et les rassurer. Et ça passe par un travail préparatoire. Quand on recrute en Allemagne, surtout quand on commence à recruter les premiers commerciaux, les premiers fers de lance d'un projet sur le territoire allemand, il n'est pas évident de trouver des aventuriers qui vont quitter l'entreprise allemande dans laquelle ils sont bien au chaud au profit d'une aventure française qui démarre. Ça veut dire que bien souvent, on a un travail préparatoire à produire, qui est un travail d'analyse de potentiel marché, qui permettra de démontrer la pertinence du projet, d'analyse concurrentielle, de vérification que nous sommes bien aux normes et aux agréments et aux habitudes des professions que l'on vise, de définir et d'adapter les gammes aux besoins allemands, et de définir des priorités clientèle. Il ne s'agit pas là de se disperser sur tout le territoire avec toutes les typologies de clientèle possibles, mais de fixer des actes relativement verticaux vers lesquels on pourra mandater les commerciaux. Et puis il faut aussi avoir réfléchi dès le début à comment est-ce que ça va fonctionner, quelle est la hiérarchie qui pilote comment et à quel rythme le commercial ou les équipes allemandes, quels sont les objectifs, quels sont les moyens qu'on donne en avant-vente, en après-vente, quels sont les reportings que l'on souhaite, et puis quel est le package et quelle est la formule contractuelle. Donc vous voyez que pour convaincre les Allemands, il faut les séduire avec un projet qui tient la route, mais aussi les rassurer sur le fait qu'on a un mode de fonctionnement qui va être compatible avec leurs attentes organisationnelles et fonctionnelles. Ensuite, trouver le candidat idéal. Alors, bien souvent, notre difficulté, c'est que nous avons affaire à des cahiers de charges qui ressemblent à celles du mouton à 5 pattes. En allemand, on appelle ça des eierlegende Wollmilchsau, c'est-à-dire des cochons qui font de la laine, qui produisent du lait et qui pondent des œufs. Ça n'existe pas. Pas plus en France qu'en Allemagne. Ça veut dire qu'il faut définir un profil selon un certain nombre de règles. D'abord, en Allemagne, la vente, puisqu'on se concentre dans ce webinaire sur ce profil-là, ces profils-là, la vente en Allemagne, c'est pas une vente très orientée chasse, c'est une vente plutôt orientée élevage. Les commerciaux allemands, il n'y a pas d'école de commerce en Allemagne comme en France, de business school. Les commerciaux allemands sont souvent des techniciens qui ont un parcours professionnel plutôt technique et qui, en vertu de leur expertise, à qui on confie la prunelle des yeux de l'entreprise que sont les clients, dans une logique de soigner la clientèle et faire mûrir des projets auprès d'une clientèle donnée. Donc, leur donner un listing, un annuaire, un bottin, et leur dire tu commences à A et tu termines à Z, tu appelles tout le monde et tu vas les voir sans nécessairement qu'ils aient accepté un rendez-vous, c'est pas le style de la maison. Idéalement, un Allemand en Allemagne, Willy Brandt, ancien chancelier allemand, disait If I'm selling to you, I speak your language. If I'm buying, dann müssen Sie Deutsch sprechen. Petite interruption. Donc, Willy Brandt qui souhaite qu'on parle allemand, mais c'est pas que Willy Brandt, c'est le marché qui le souhaite. J'embrayais ensuite pour dire que pour définir le profil du commercial, il faut viser une compatibilité totale entre son passé professionnel et son avenir professionnel chez vous. Donc, miser sur la spécialisation, la verticalité et la compétence, c'est ce que les acheteurs vont attendre de lui, qu'il ait non seulement la compréhension de leurs besoins et de leurs attentes et la connaissance de leur industrie, mais aussi l'expertise relativement aux produits et aux prestations qu'il est en train de vendre. Donc attention à ce que les Allemands appellent les Quereinsteiger, c'est-à-dire les gens dont on se dit que allez, c'est pas grave, il vient pas de la profession, il apportera du sang neuf, il n'aura pas d'œillère. Là, en Allemagne, ils auront des difficultés.
La localisation, c'est aussi une question souvent qu'on nous pose. Ce serait où de commencer en Allemagne? La réponse à la question, c'est il faut commencer là où on trouve le meilleur talent. Donc recruter en Allemagne, trouver le meilleur talent et se dire qu'il est à Stuttgart et c'est là qu'on va commencer, ou il est à Hambourg et c'est là qu'on va commencer. Ça, c'est la bonne idée. Et n'oubliez pas que comme on cherche plutôt des gens d'une certaine seniorité, pour notamment ce premier rôle dans l'approche du marché allemand, euh, on va avoir affaire à des gens qui ne sont pas faciles à déraciner de là où ils sont, puisqu'ils ont un certain âge, ils sont installés avec leur famille, avec leurs amis, avec les associations multiples auxquelles ils participent. Donc, il est à Stuttgart, on le laisse à Stuttgart, on commence par là, et puis on s'étendra par la suite progressivement. Dernière considération, c'est la langue, euh, puisque une des composantes souvent que nos entreprises souhaitent, c'est que les gens parlent français. Il y a autant d'Allemands qui parlent français que de Français qui parlent allemand, donc très peu. On cherche surtout des talents avant de chercher des linguistes. Donc là, la bonne recommandation, c'est de ne pas mettre le français comme exigence, mais se contenter de l'anglais pour la communication avec les équipes allemandes et la maison mère. Package, quelques chiffres, quelques données sur les niveaux de salaire. Je vous ai mis quelques postes en vrac, de l'assistante jusqu'au patron de filiale. Vous voyez ici que les niveaux de salaire sont grosso modo 20 à 30% plus élevés qu'en France provinciale. Il y a des sites internet qui sont des plateformes où les gens entrent leur salaire de manière anonyme, disent quel job ils ont à quel endroit, et ça permet en plus d'affiner un petit peu par rapport à la géographie des salariés qu'on s'apprête à recruter. Bon, ça c'est donc une donnée. Les niveaux de salaire ne sont pas juste plus élevés parce que les Allemands aiment gagner plus d'argent que les Français, mais tout simplement la fiscalité directe est beaucoup plus sévère en Allemagne. Un impôt sur le revenu qui est quasi unanimement payé. On commence à payer l'impôt sur le revenu ici à partir de 800 € de salaire mensuel, avec un taux de 14%, et le taux marginal est à 45%, avec une progressivité assez rapide. C'est un impôt individuel, c'est pas un impôt familial, donc le quotient familial ne compte pas. Bref, tout ça pour dire que pour arriver à des salaires nets, charges et impôts déduits équivalents aux Français, il faut des salaires bruts de départ plus élevés. Attention aux parts variables, surtout pour les commerciaux, quand on met en place des parts variables avec des critères de calcul, il faut avoir fait maths sup et maths spé pour les comprendre. Un juge des prud'hommes, s'il ne les comprend pas, se rangera toujours du côté du salarié le jour où ça tourne mal. La bonne nouvelle, c'est que les charges patronales sont bien moins élevées en Allemagne. Nous avons en Allemagne 19,38% de charges patronales en 2019. C'est la même chose côté salarié. Et il y a un plafond mensuel d'environ 1100 €, soit un peu moins de 13 500 € par an. Vous ne pouvez pas payer en tant qu'employeur plus de 13 500 € de charges patronales par an sur un salarié. Ça veut dire qu'au-delà de 70 000 € de salaire brut, les charges patronales ne progressent pas. Et 70 000 € de salaire brut, avec 19% de charges patronales, c'est pareil que 57 000 € de salaire brut en France, du point de vue employeur, le salaire chargé. Donc les suppléments de salaire qu'on doit prévoir en salaire brut, on les retrouve en partie au niveau des charges patronales. Et puis pour un commercial, ce qui est important aussi, c'est ensuite d'avoir une voiture. Si vous vous apprêtez à doter vos commerciaux allemands de la Mégane blanche sans banquette arrière, c'est nicht gut, je peux déjà vous le dire. Le mieux, ce serait la Passat Break, et le Graal, c'est l'Audi A4 Break, sachant qu'en Allemagne, les leasings sont moins chers, il n'y a pas de taxe sur les véhicules de service de société, et on récupère la TVA surtout. Une fois qu'on a défini le profil, qu'on sait ce qu'on cherche, qu'on a compris ce qu'il fallait adapter pour chercher, maintenant, comment est-ce qu'on trouve? Et comment est-ce qu'on trouve? C'est passer des annonces. Là, on peut toujours tomber sur des gens qui sont en interrogation, même si le taux de chômage est plus bas en Allemagne, il y a quand même toujours des gens qui sont en interrogation et qui cherchent un nouveau challenge. Vous pourrez aller voir sur notre site web stratégie action-emploi franco-allemand un certain nombre d'annonces d'entreprises qui nous ont mandaté pour trouver des commerciaux. Vous verrez que les annonces en Allemagne sont souvent plus détaillées. Pour passer des annonces, il y a bien sûr la presse, surtout quand il s'agit de postes de management, de top management, il y a la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ou quand on cherche à recruter en local, la presse papier et la presse online. Et puis ensuite, il y a bien entendu des job boards. Donc pour ce qui est de la presse, je vous ai mis deux liens vers des portails de presse et de presse spécialisée allemande. Il suffit de rentrer les domaines d'activité ou
la ville, et puis ça vous dit tous les titres qui existent avec les tirages, etc., et les prix d'annonce. Et puis, bien sûr, il y a des centaines de job boards généralistes comme Stepstone, Jobber, Stellenanzeigen, ou spécialisés dans le domaine de la plasturgie, dans le domaine de l'assistanat, etc., etc. Donc là, on aide nos clients à fabriquer le média mix approprié à chaque mission. Mais ça ne suffit pas les annonces, il faut chasser, il faut approcher directement les candidats. Pour ça, il y a des CVTech, nous sommes abonnés à la CVTech de Monster. Il y a les réseaux sociaux, LinkedIn existe en Allemagne comme un peu partout dans le monde, mais le réseau social germanophone, il ne couvre pas que l'Allemagne, mais il est surtout germanophone, par excellence, c'est un réseau social qui s'appelle Crossing et qui s'écrit xing, xing.de. Il est d'ailleurs utile si vous cherchez l'acheteur pièces techniques électroniques sous capot moteur chez BMW. Il y a des chances qu'il soit sur Crossing, donc pour la prospection c'est utile, mais en même temps c'est un bel instrument pour trouver des candidats qui travaillent dans telle ou telle entreprise et qu'on puisse ensuite approcher. À propos d'entreprises, il y a des plateformes qui permettent de cibler des entreprises en Allemagne. Il y en a une qui est gratuite qui s'appelle Verliefadwas. Là aussi, c'est une plateforme très puissante qui est faite pour mettre en relation des fournisseurs et des clients. Mais en même temps, ça permet d'identifier des entreprises qui sont dans un domaine donné et ensuite de pouvoir contacter ces entreprises et identifier des personnes au sein d'elles. Puis les écoles, je vous ai mis deux liens vers l'annuaire de tous les cursus universitaires qui existent en Allemagne et un lien vers la plateforme de l'université franco-allemande, c'est-à-dire cet organisme qui fédère tous les cursus et toutes les formations double diplômantes entre la France et l'Allemagne. Et puis les salons, n'oublions pas que l'Allemagne est un pays de salons et que c'est un terrain de chasse important et intéressant. Si on cherche à cibler des entreprises qui sont pertinentes dans un domaine, elles sont forcément exposantes sur un salon allemand. Et donc, terrain de chasse intéressant puisque par définition, sur les salons, en général, c'est les commerciaux. Donc, faire un tour sur le salon si c'est le bon moment et choper des cartes de visite, c'est toujours une bonne idée. Donc, l'approche directe. Et puis ensuite, il y a la sélection. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ne pas détourner les gens de leur fil rouge professionnel. Donc chercher le fil rouge dans les CV, s'il ressemble à celui dont on a besoin pour notre recherche, c'est bien. S'il était un peu à côté, passez son chemin. Et puis dernier élément, le timing. Dans un pays où il y a moins de 5% de chômage, les gens qui sont éventuellement en recherche sont très vite captés. Donc si on se dit, bon, il est pas mal, mais peut-être que si on attendait un peu, on en aurait un meilleur, 2 semaines après, il est barré, ou elle, et on recommence à zéro. Donc là, quand on a quelqu'un qui correspond à 75-80% à ce qu'on cherche, on fonce. Garder et manager, dernière slide sur la partie recrutement avant d'aborder la partie croissance externe, bien en retard malheureusement, mais voilà, vous ne m'en voudrez pas j'espère. Quelles sont les attentes des gens quand ils cherchent un nouveau job? C'est le contenu du job, ce qui est ça qui est le plus important pour eux, la rémunération, voilà, arriver avec des challenges un peu décalés par rapport à ça, c'est courir le risque que personne ne donnera suite. La sécurité de l'emploi, donc vous voyez le côté rassurant que j'évoquais tout à l'heure est important, les collègues, la liberté de décision au travail, la relation avec les supérieurs, la possibilité de participer aux décisions, des possibilités de formation et le lieu. Et ça veut dire donc qu'il faut prévoir une définition d'objectifs, de rôles et de tâches, les droits et devoirs des salariés, avant de recruter, d'anticiper les liens hiérarchiques, qui est mon chef, à qui je reporte, comment je reporte, qu'est-ce que je dois lui apporter moi-même comme information de reporting, parce que c'est prévu comme ça, et puis qu'est-ce que le manager doit aller lui chercher régulièrement comme information qui ne soit éventuellement pas prévu dans un reporting périodique. Et puis, ne pas hésiter à fixer des règles et procédures. Les Allemands sont des gens assez disciplinés, donc si on leur dit que tel process de fonctionnement fonctionne comme ça, ils s'y conformeront. Temps et constance. Mark Twain disait The only person who likes change is a baby. Ça s'applique aux Allemands. Si on change toutes les semaines ou tous les mois de stratégie, de façon de fonctionner, pour les Allemands, c'est une inconstance qui est très inconfortable. On aime bien prendre du temps pour définir les bons rails, mais ensuite suivre les rails. Organiser l'écoute, et puis se tenir aux décisions, ça rejoint la constance, mais organiser l'écoute, ça veut aussi dire écouter les gens. It doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. We hire smart people so that they can tell us what to do. L'auteur de cette phrase, c'est Steve Jobs. Ça s'applique en Allemagne. À partir du moment où on a recruté quelqu'un pour ses compétences, il a peut-être raison. Et puis,
Dernier élément, bon, qui en fonction des générations n'est peut-être pas aussi prégnant, mais en général en Allemagne on mélange pas trop les affaires et le bon temps. Donc les Allemands aiment s'amuser, aiment passer du temps ensemble, mais c'est souvent extra-professionnel et on ne mélange pas trop les deux. Puis dernièrement, pour qu'un collaborateur allemand se sente bien, prévoir une progression, une évolution dans l'entreprise, mais faire attention à ce que celle-ci soit rationnelle et légitime. Rationnelle, c'est-à-dire que c'est celui qui est le plus proche du job vacant à qui on va le proposer, le plus proche en termes fonctionnels et de compétences. Et puis légitime, en général, la progression hiérarchique se fait avec l'ancienneté. Et donc, voilà, on va peut-être pas nécessairement faire venir du sang neuf de l'extérieur s'il y a quelqu'un qui dans l'entreprise a l'ancienneté et la compétence professionnelle pour prendre le job, au risque de faire des déceptions et des déçus. Dernier chapitre, je vais essayer d'accélérer un peu, mais on va rattraper les quelques minutes d'interruption pour parler croissance externe. La croissance externe est un sujet qui a de plus en plus de sens en Allemagne pour plein de raisons. De manière générale, la croissance externe, les motivations pour faire de la croissance externe à l'international classique, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, sont d'ordre commercial. Et Dieu sait que l'Allemagne est un terrain de chasse important, majeur pour les entreprises françaises. Donc vouloir conquérir l'Allemagne doit faire partie quelque part de l'agenda de toute entreprise qui vise une présence internationale digne de ce nom. Et la croissance externe peut en effet être une façon d'accéder à de la clientèle allemande et d'accélérer cet accès. Technologique, les Allemands sont des champions de la techno, donc souvent ils ont des briques, ils ont des solutions, ils ont des usines, ils ont des compétences qui peuvent être intéressantes à intégrer en croissance externe. Opérationnel, c'est quand même souvent des champions de l'organisation, donc on a pas mal de choses à bencher et à adopter sur ce plan-là les concernant. Et puis financière, il y a des bonnes affaires à faire ici. Mais il y a un certain nombre de raisons qui sont spécifiques à l'Allemagne et qui sont d'ordre culturel. Tout d'un coup, on a un cheval de Troie dans le pays si on fait une acquisition en Allemagne, un cheval de Troie qui porte un nom allemand, qui a une histoire allemande et à propos duquel les acheteurs et les partenaires commerciaux ne se poseront peut-être pas autant de questions qu'avec un fournisseur étranger. En termes d'image, on est en effet tout d'un coup germain en Germanie. Et puis on abat un certain nombre d'a priori que les partenaires commerciaux pourraient avoir. On gagne du temps dans un pays où la croissance organique et la difficulté de recrutement peut pénaliser la progression des entreprises. La croissance externe, d'un coup d'un seul, c'est intégrer une équipe prête à l'emploi. Et la dimension ressources humaines que je viens d'évoquer. Et puis, c'est aussi imaginer qu'avec une acquisition en Allemagne, on achète une entreprise qui est très exposée à l'international. Les Allemands sont les champions de l'exportation, quatrième exportateur mondial. L'export représente plus de 50% du PIB. C'est donc un pays qui est très tourné vers l'international et du coup, quand on rachète une boîte allemande, on a souvent d'un coup d'un seul un portefeuille de pays dans la corbeille de la mariée. Le contexte, je le disais, est assez favorable. Il y a de plus en plus de deals. Entre 2011 et 2008, le nombre de deals a fait x 3,5 et il y a de plus en plus de deals faits par des investisseurs étrangers. Entre 2004 et 2018, x 3. Et d'après la KfW, l'équivalent de BPI France en Allemagne, 511 000 PME allemandes familiales, patrons propriétaires, devront gérer leur transmission d'ici à 2022. 2022, c'est demain. Il y a 1,4 million de patrons propriétaires de PME allemandes qui sont actuellement âgés de 55 ans ou plus. Voilà. Donc tout ça fait que c'est le moment. Mais, il y a toujours un mais. En Allemagne, le taux de transmission intrafamiliale de ces PME familiales, il est de 56%, quand il n'est que de 17% en France. Alors il y a un grand nombre de raisons qui expliquent ceci, à commencer par des raisons fiscales, de fiscalité beaucoup plus réduite dans la transmission intrafamiliale en Allemagne qu'en France. Mais il y a aussi cette préoccupation de ce patron d'entreprise moyenne du Mittelstand allemand de pérenniser son œuvre, avec une conscience forte de responsabilité sociale. Je suis l'employeur du coin, je ne veux pas vendre ma boîte à n'importe qui pour qu'ensuite elle périclite. Ce qui fait que des dossiers pertinents, c'est-à-dire avec une certaine taille, et accessibles à des investisseurs tiers, c'est-à-dire pas préemptés par la famille ou par l'écosystème proche du patron propriétaire, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a à peu près 1000 par an dans le domaine industriel. Autant vous dire qu'ils font l'objet, ces dossiers-là, d'une chasse
importante de la part de tous ces investisseurs étrangers étrangers et d'ailleurs nationaux, qui veulent se développer. Donc, une logique de surenchère sur ces boîtes-là, avec, dans certains domaines d'activité, des valorisations à EBIT x10 ou à chiffre d'affaires x2, donc le jackpot. Ce qui fait que la recommandation pour la croissance externe en Allemagne que nous formulons, c'est de faire de l'approche proactive. L'approche proactive, c'est cibler des entreprises parce qu'elles correspondent à un projet en termes d'activité, en termes de clientèle, en termes de taille, en termes d'organisation, en termes de géographie, et se dire que parmi ces entreprises-là, sans savoir si elles sont à vendre, il y en a forcément un certain nombre qui se sont déjà posé la question mais n'ont pas encore mis en œuvre, ou qui ne se sont pas posé la question, et puis si on les approche avec un projet intéressant, l'idée peut faire son chemin. Ce faisant, on approche des entreprises qui ne sont pas en vente. Donc on est moins en concurrence, d'une part, et puis on n'a pas affaire à des dossiers complètement toilettés où il faut acheter, comme disent les Allemands, die Katze im Sack, c'est-à-dire acheter une entreprise sans trop pouvoir faire une due diligence très approfondie, faute de temps, sinon c'est quelqu'un d'autre qui prend la cible. On peut se laisser le temps. Là, jouer la carte de l'investisseur étranger qui a des atouts par rapport à l'investisseur local. L'investisseur local, il est souvent suspecté de vouloir tuer un concurrent. Il a une capacité industrielle dans le pays, donc s'il rachète quelqu'un, c'est éventuellement plutôt garnir son usine, récupérer le fonds de commerce et fermer la boîte rachetée. Alors que l'investisseur étranger, au contraire, s'il rachète une boîte, c'est pour miser sur elle. Et donc là, jouer cette carte-là, construire un pitch qui tourne autour de ça, mettre en évidence plutôt des complémentarités, les synergies, que de la concurrence, l'enrichissement mutuel qui peut naître de ce partenariat, et puis cibler des entreprises qui ont une taille minimale, suffisante pour être significative sur le marché, pour avoir un minimum d'organisation, y compris industrielle et commerciale, mais intégrable. En gros, pas viser plus de 10% à 25% maxi de sa propre taille. Sinon, on est souvent obligé de faire un peu de downsizing qui est traumatisant. Éviter les sociétés en difficulté, c'est quand même déjà difficile d'intégrer une entreprise, en plus une entreprise étrangère. Si elle est en plus en difficulté, là, ça risque d'être traumatisant aussi bien pour eux que pour nous. Et puis engager un maximum de contacts pour optimiser et affuser le choix, faire du benchmark. Donc se laisser le temps, prendre un an et demi, 2 ans s'il faut, pour screener complètement le marché et ne pas foncer sur le premier venu. Et puis surtout, dans le pitch, penser perpétuation de l'œuvre. Qu'est-ce que mon rachat ou ma prise de participation dans une entreprise va la renforcer? Qu'est-ce qui va la renforcer? Est-ce que je suis vraiment dans une logique de buy and build? Pour éviter que les hommes clés quittent le navire et sentent éventuellement le vent du boulet. L'idéal étant de faire de cette entreprise rachetée en Allemagne le champion d'un sujet pour l'ensemble du groupe. Il y a une compétence technologique pointue, précise, qui va servir tout le groupe. Je le nomme champion de ce sujet pour l'ensemble du groupe. Et là, on redonne vraiment une identité, une légitimité à la cible. Quand on fait de la croissance externe, ensuite, bien sûr, il faut vérifier le fit, il faut entrer en égo et puis il faut intégrer. Le fit, c'est un certain nombre de paramètres qu'il faut vérifier. Commencer par vérifier la stratégie. Y a-t-il une vision et des ambitions convergentes? Ensuite, passer au capital humain. Y a-t-il compatibilité humaine? Une acquisition sur 2 capote pour ce sujet-là. L'incompatibilité humaine qu'on détecte avec le temps, humaine et donc culturelle. Puis l'opérationnel, le fit opérationnel. Quelles sont nos excellences mutuelles? Est-ce que leur process est compatible avec le nôtre? Sinon, est-ce que c'est nous qui pouvons nous adapter? Et puis ensuite, la dimension financière. Quel est le périmètre et le niveau de participation qu'on souhaite? Quelle est la valorisation? Quelles sont les garanties? Ensuite, on entre en négociation. Et là, en Allemagne, le principe, c'est donnant-donnant. Il n'y a pas de société.com, il n'y a pas d'accès à l'information financière gratuite et facilitée en Allemagne comme en France. Ça veut dire que si on veut des informations, y compris dans les premières rencontres, il faut en donner. Il faut être relativement transparent. Il faut avoir de la patience, surtout quand on approche des cibles qui n'ont rien demandé à personne, qui ne sont pas déclarés à vendre et que l'on approche à l'insu de leur plein gré. Là, souvent, surtout ce sont des patrons propriétaires de petites sociétés, ce n'est pas des champions de la croissance externe, ils n'ont jamais ni acheté ni vendu une entreprise. Leur conseiller de proximité, c'est l'expert comptable. Autant dire que celui-ci sera d'un conseil assez peu stratégique. Et donc, il faut que la décision mûrisse. Donc, il faut avoir de la patience. Et le mieux, c'est d'avoir un go-between. Nous savons jouer ce rôle-là pour les entreprises, qui puissent aussi discuter le bon langage avec ces patrons propriétaires de PME allemandes qui ont besoin d'être rassurés dans la décision de céder les parts ou de vendre leur entreprise. Et puis la phase d'intégration, très important, une fois qu'on a signé un mariage, c'est ensuite de donner et de prendre le temps de donner à chacun les clés de la compréhension de l'autre.
Bref, faire des workshops interculturels, aussi bien en France avec les équipes qui vont travailler avec la société rachetée en Allemagne, qu'en Allemagne, avec les gens qui auront affaire à la maison mère, pour non pas, enfin, pour dédramatiser les différences que les gens vont pouvoir constater au quotidien et les dépersonnaliser. À partir de là, on peut bâtir des règles de communication, de gestion de conflits qui sont connues et acceptées de tous. Sécuriser les cadres clés, c'est un des éléments clés dans les 100 premiers jours, parce que sans ces cadres clés, l'entreprise ne vaut plus rien. Et puis, dans le change management, privilégier l'échange de best practice et la définition d'une espèce de compromis qui contient le best of both, plutôt que d'imposer d'un côté comme de l'autre des règles de fonctionnement sur tel ou tel sujet. Et puis ensuite, on intervient progressivement sur différents sujets pour faire éventuellement évoluer la société rachetée. Le premier sujet dont on peut s'occuper, c'est les finances, puis le commercial, puis la production, et en dernier, les ressources humaines, parce que là, on a quand même des modes de fonctionnement et des contextes réglementaires et législatifs qui sont assez différents. Le relationnel, il faut forcer le contact avec les Allemands, encore une fois, l'empathie, ça se provoque, c'est pas nécessairement spontané. Et le mieux, c'est de fabriquer des groupes de travail et d'interfacer les spécialistes entre eux et les faire travailler sur des projets communs. Bref, comme disait Tony Terry Anderson, CEO de Cisco, grab the low hanging fruits first and demonstrate short-term wins. Ne pas chercher à vouloir révolutionner du jour au lendemain le fonctionnement, mais avoir des petites victoires au quotidien qui permettent de faire constater à chaque partie la pertinence de l'alliance. J'en ai terminé de ma présentation. Je vais donc de ce pas regarder la liste des questions sur mon interface et puis on va regarder si certaines d'entre elles méritent d'être revues. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran en tâche de fond. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Écran bleu. Alors, écran bleu, c'est pas bien. Donc je passe au mini panneau. Voilà. Et là, ok, je vous remets l'écran de fond. Alors, on va prendre quelques questions. On est très en retard, donc j'espère que tout le monde est encore resté en ligne. Donc, pour vendre en Allemagne, il faut recruter un commercial allemand. Oui, c'est mieux. Surtout les premiers. J'ai envie de dire, après, constituer une équipe multiculturelle dans le temps, ça peut avoir du sens. Mais on va dire les premiers qui essuient les plâtres, c'est quand même des gens dont on espère qu'ils vont faire couleur locale et que comment dire, l'handicap du fait qu'ils ne soient pas dans la culture locale ne compte pas trop dans les décisions des partenaires commerciaux que l'on approche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Pour le 109, pas toujours bien vu. Cela s'applique aussi au nouveau marché du type digitalisation ou énergie verte. Oui, bien sûr, il y a des marchés, entre guillemets, plus modernes que d'autres. L'équipementier automobile qui achète des pièces de décolletage a plutôt l'habitude de voir un bon technicien devant lui qui transpire l'expertise avec la couleur de ses cheveux. Bien entendu, quand on s'apprête à faire affaire avec une start-up sur une application web, voilà, on s'attend plutôt à trouver en face de soi des gens d'une génération plus récente. Donc, mon propos est en effet à adapter un petit peu dans le contexte. Il n'empêche qu'une chose est vraie, c'est que dans les projets que nous accompagnons, on a quand même affaire à des entreprises souvent qui font leur premier pas dans le pays. Or, la jeunesse allemande qui sort des cursus universitaires et scolaires, voire d'apprentissage, sa première préoccupation pour fabriquer son CV, c'est de faire ses armes dans des boîtes allemandes structurées, structurantes. Donc, en général, ces jeunes-là, même si on peut se dire que c'est ça qu'il faudrait par rapport à la clientèle, on a du mal à les séduire en tant qu'entreprise française qui arrive. Donc, souvent, on arrive à les capter que quand ils ont vécu les 4, 5, 6 premières années de leur vie professionnelle dans un groupe, dans une société allemande bien établie, et que là, ils se disent, bon, maintenant, ça ronronne un peu trop, je peux me mettre en danger, je peux rejoindre une aventure un peu plus challenging. Donc, même si c'est ce qui nous conviendrait d'avoir des jeunes profils, on ne les trouve pas, et on n'arrive pas à les capter en tant qu'entreprise qui démarre. Ils ont quand même plutôt la trentaine bien affirmée quand on arrive à les séduire en tant
qu'entreprise française qui démarre son aventure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? Des conseils, recommandations en termes de cold call, cold prospection. Oui, la prospection directe, comment dire? Les entreprises allemandes investissent beaucoup dans les instruments de génération de leads. Puisque les commerciaux ne sont pas des gens d'école de commerce à qui on a appris à bosser la nuit et à chausser un casque et à foncer, tirer les sonnettes et provoquer des rendez-vous impromptus, mais que pour le coup ce sont de très bons responsables compte clés qui savent mûrir des clientèles, qui savent installer une confiance, qui savent faire durer cette confiance dans le temps, il faut un certain nombre d'instruments de génération de leads. C'est pas un hasard si l'Allemagne est le pays mondial des salons professionnels. Ça correspond bien au schéma de vente allemand. J'ai un salon, j'ai un stand, le plus beau possible, et c'est le chaland qui vient à moi. C'est pas un hasard non plus si la presse professionnelle allemande est une des plus denses et les plus lues au monde. Ce sont autant de tribunes que les acheteurs, que les techniciens ont besoin et envie de lire pour s'approprier les sujets et, à travers ces tribunes, détecter des fournisseurs qui font de la publicité, qui font des rédactionnels. C'est pas un hasard si l'Allemagne est un grand pays de clusters, de fédérations professionnelles, de groupes de travail interprofessionnels, etc. Parce que c'est des gens qui aiment réfléchir en communauté sur des problématiques, mettre en place des règles communes de fonctionnement. Et là, ce sont autant de tribunes auxquelles il faut s'intéresser en tant que fournisseur pour justement être speaker, avoir animé des workshops, bref, se faire connaître. Tout ça, ce sont des moyens commerciaux plutôt indirects qui permettent de générer des leads et se retrouver dans la situation très confortable que c'est les clients qui vous appellent parce qu'ils vous ont vu quelque part, ils vous ont perçu quelque part comme étant un expert. Et donc là, vous avez en effet plus besoin tellement de commerciaux chasseurs, mais par contre, vous avez besoin d'experts qui vont transformer ce premier contact en client. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, la prospection. Il y a des galeries marchandes qui sont remplies de jeunes gens qui veulent vous vendre des abonnements à Sky ou à tel opérateur de téléphonie mobile. Donc ça existe, ça dépend vraiment des sujets, mais dans l'industrie, c'est plus rare qu'en France. Et voilà. Existe-t-il une source pour apprendre la gestion à l'allemande? Alors la gestion à l'allemande, la gestion au sens comptable, au sens financier, au sens managérial, si Elena peut préciser sa question, au sens managérial. Il y a des séminaires, il y a des workshops, on en fait. Elena, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le contenu de workshop qu'on anime sur ces thématiques-là, en séminaire inter-entreprise et en séminaire intra-entreprise. Et en dehors de ça, il y a une série de littérature. Donc je pourrais aussi vous envoyer une biographie qui traite du management interculturel franco-allemand. Voilà. Voilà, j'espère que on est arrivé au bout des questions. J'espère que ce séminaire, ce webinaire a répondu à vos attentes. Nous vous remercions de votre participation, à la fois à CCI France-Allemagne et BPI France. Désolé pour le petit souci technique en cours de route. L'enregistrement du webinaire sera mis en ligne d'ici quelques jours. Vous pourrez le retrouver dans le portail BPI France Université. Et je suis certain que François se fera le plaisir de vous envoyer le lien direct pour que vous tombiez immédiatement dessus. Je reste à votre disposition pour approfondir l'un ou l'autre aspect abordé ce matin, examiner vos projets individuels et voir quelles solutions opérationnelles nous pourrions vous apporter. Et je vous souhaite bonne fin de journée et à très bientôt.